Bonjour, aujourd'hui nous allons lire ensemble les 3 derniers chapitres du Passeur de Lois Lowry. Chapitre 21. Ça allait marcher, ils allaient y arriver, se répéta Jonas pendant toute la journée. Mais ce soir-là, tout changea. Tout ce qu'ils avaient prévu avec tant de minutie tomba à l'eau. Ce soir-là, Jonas fut obligé de s'enfuir. Il quitta son habitation peu après que la nuit fut tombée et que la communauté se fut endormie. C'était horriblement dangereux parce qu'il y avait encore des équipes de travail dans les parages, mais il avançait furtivement, en silence, dans l'ombre. Il dépassa les habitations plongées dans l'obscurité et la place centrale déserte en direction de la rivière. Au-delà de la place, il aperçut la maison des anciens et son annexe qui se découpait sur le ciel nocturne. Mais il ne pouvait pas s'arrêter, il n'avait pas le temps. Chaque minute comptait désormais, et chaque minute devait l'éloigner de la communauté. Maintenant, il était sur le pont, courbé sur son vélo, et pédalait sans s'arrêter. Il voyait l'eau noire bouillonner en contrebas. À son étonnement, il ne ressentait ni peur ni regret de quitter ainsi la communauté. Mais il se sentait très triste d'abandonner son meilleur ami. Il savait qu'il ne devait pas faire le moindre bruit dans la situation dangereuse dans laquelle il se trouvait. Mais avec son cœur et avec son âme, il lui lança un appel en espérant que le passeur, grâce à sa capacité à entendre au-delà, saurait que Jonas lui avait dit au revoir. C'était arrivé pendant le repas du soir. La cellule familiale était réunie pour manger, comme d'habitude. Lily jacassait, maman et papa faisaient leurs remarques habituelles, et leurs mensonges, Jonas le savait maintenant, au sujet de la journée écoulée. À côté, Gabriel jouait gaiement sur le sol en gazouillant et jetait de temps à autre un regard de jubilation vers Jonas, apparemment ravi de le retrouver après son absence inattendue la nuit précédente. Papa jeta un coup d'œil au bambin. « Profites-en, petit bonhomme, dit-il. C'est la dernière nuit que tu passes ici. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Jonas. Papa émit un soupir de déception. « Eh bien, tu sais qu'il n'était pas là ce matin quand tu es rentré, parce qu'on lui a fait passer la nuit au centre nourricier. Cela nous semblait une bonne occasion d'essayer, puisque tu n'étais pas là. Il dormait tellement bien. »« Ça ne s'est pas bien passé ?» demanda maman d'un ton compatissant. Papa rit d'un air piteux. « Ce n'est rien de le dire. En fait, c'était une catastrophe. Apparemment, il a pleuré toute la nuit. L'équipe de nuit n'a pas pu s'en sortir. Ils étaient vraiment épuisés quand je suis arrivée au travail. »« Gabi, tu es un vilain !» gloussa Lily d'un air de réprimande à l'intention du petit garçon assis par terre, qui souriait de toutes ses dents. « Et donc, reprit papa, c'était clair que c'était la décision à prendre. Même moi, j'ai voté en faveur de l'élargissement de Gabriel lors de la réunion cet après-midi. » Jonas reposa sa fourchette et dévisagea son père. « L'élargissement ?» demanda-t-il. Papa acquiesça. « On a fait tout ce qu'on pouvait, non ?»« Ça, c'est vrai, » répondit maman d'un ton catégorique. Lily approuva de la tête elle aussi. Jonas s'efforça de garder une voix parfaitement calme. « Quand ?» demanda-t-il. « Quand est-ce qu'on va l'élargir ?»« Demain matin, dès la 1re heure. Nous devons commencer les préparatifs pour la cérémonie du nom et nous avons pensé qu'il valait mieux s'occuper de ça tout de suite. »« On va faire au revoir demain matin, Gabi, » avait dit papa de sa voix douce et chantante. Jonas parvint de l'autre côté de la rivière, s'arrêta un instant et se retourna. La communauté où il avait passé l'intégralité de sa vie était maintenant derrière lui, endormie. À l'aube, la vie ordonnée et disciplinée qu'il avait toujours connue continuerait sans lui. La vie où il ne se passait jamais rien d'inattendu, ni d'important, ni d'inhabituel. La vie sans couleur, sans douleur, sans passé. Il se remit à appuyer vigoureusement sur les pédales et continua à avancer. Ce n'était pas prudent de perdre du temps à regarder en arrière. Il pensa aux lois qu'il avait déjà enfreintes. C'était assez pour être condamné s'il se faisait prendre maintenant. Premièrement, il avait quitté son habitation de nuit, une violation primordiale. Deuxièmement, il avait volé de la nourriture à la communauté, un acte très grave, même s'il n'avait pris que des restes déposés sur le pas des portes afin d'être ramassés. Troisièmement, il avait pris la bicyclette de son père. Il avait hésité un instant, debout dans le noir devant les vélos garés, car il ne voulait rien garder de son père, et ne savait pas non plus s'il serait à l'aise sur ce grand modèle, alors qu'il était tellement habitué au sien. Mais c'était nécessaire, car il avait le siège d'enfant à l'arrière. Et il avait également pris Gabriel. Il sentait la petite tête qui rebondissait doucement dans son dos, en cadence. Gabriel dormait profondément, attaché dans son siège. Avant de quitter l'habitation, Jonas avait appliqué fermement ses mains sur le dos de Gabriel et lui avait transmis le souvenir le plus apaisant qu'il put. Un hamac qui se balançait doucement sous des palmiers, quelque part sur une île, le soir, au rythme des vagues qui venaient clapoter de manière obsédante sur la plage. Au fur et à mesure que le souvenir filtrait de lui vers l'enfant,
il avait senti le sommeil de Gaby s'apaiser et devenir plus profond. L'enfant n'avait pas remué un cil quand Jonas l'avait retiré de son berceau pour l'installer délicatement dans le siège façonné. Il savait qu'il lui restait les heures de la nuit avant qu'on ne s'aperçût de sa fuite. Il pédalait dur, avec constance, en s'adjurant intérieurement de ne pas faiblir au fur et à mesure que passaient les minutes et les kilomètres. Il n'avait pas eu le temps de recevoir les souvenirs sur lesquels lui et le passeur avaient compté, les souvenirs de force et de courage. Il comptait donc sur ce qu'il avait, en espérant que ce fût assez. Il contourna les communautés voisines aux habitations plongées dans l'obscurité. Progressivement, la distance d'une communauté à l'autre augmentait et les portions de route désertes s'allongeaient. Au début, ses jambes lui firent mal. Puis, avec le temps qui passait, il ne les sentit plus. À l'aube, Gabriel commença à remuer. Il se trouvait dans un endroit isolé. Les champs, de part et d'autre de la route, étaient parsemés çà et là de buissons. Il repéra un ruisseau et s'y rendit en traversant une prairie pleine de bosses et d'ornières. Gabriel, qui était maintenant complètement réveillé, riait quand les secousses le faisaient sauter dans son siège. Jonas le détacha, le fit descendre et le regarda partir à la découverte de l'herbe et des brindilles, avec ravissement. Il cacha prudemment la bicyclette sous un gros buisson. « C'est le repas du matin, Gaby !» Il déballa quelques aliments qu'ils mangèrent tous les deux. Puis il remplit d'eau du ruisseau le gobelet qu'il avait emporté et donna à boire à Gabriel. Il but lui-même avec avidité et s'assit près du ruisseau pour regarder l'enfant jouer. Il était épuisé. Il savait qu'il devait dormir pour reposer ses muscles et être prêt à reprendre la bicyclette. Ce ne serait pas prudent de voyager de jour. Ils allaient bientôt partir à sa recherche. Il trouva un endroit bien caché sous les arbres et emmena l'enfant et s'allongea, Gabriel dans les bras. Gabriel se débattait comme s'il s'agissait d'une bagarre comme celle auquel il jouait à la maison, avec des chatouilles et des rires. « Désolé, Gaby, lui dit Jonas. Je sais que c'est le matin et que tu viens de te réveiller. Mais il faut dormir maintenant. » Il blottit le petit corps contre lui et caressa son dos. Il lui murmura des choses apaisantes. Puis, il appuya fermement ses mains et lui transmit un souvenir de bonne fatigue profonde. Au bout d'un moment, la tête de Gabriel se mit à dodeliner et tomba sur la poitrine de Jonas. Les fugitifs passèrent leur première journée de danger à dormir. Le pire, c'était les avions. Plusieurs jours s'étaient écoulés maintenant. Jonas ne savait plus combien. Le voyage était devenu automatique. Dormir le jour, caché sous des buissons ou des arbres, trouver de l'eau, partager avec précaution les miettes de nourriture, améliorer de ce qu'il pouvait trouver dans les champs, et pédaler sur des kilomètres et des kilomètres pendant la nuit. Ses jambes étaient devenues dures. Elles lui faisaient mal quand il s'allongeait pour dormir. Mais elles s'étaient musclées et il s'arrêtait moins maintenant pour se reposer. Parfois, il faisait une pause et descendait Gabriel de son siège pour qu'il prenne un peu d'exercice et court sur la route ou à travers champs dans l'obscurité. Mais chaque fois qu'il revenait, rattachait l'enfant docile dans son siège et remontait en selle. Ses jambes étaient prêtes. Il avait donc assez de ses propres forces et n'avait pas eu besoin de ce que le passeur aurait pu lui transmettre s'ils en avaient eu le temps. Mais quand les avions passaient, il aurait aimé que le passeur eût pu lui transmettre le courage. Il savait que c'étaient des avions de recherche. Ils volaient si bas que le bruit de leur moteur le réveillait, et parfois, quand il levait la tête et jetait un coup d'œil inquiet depuis sa cachette, il pouvait distinguer le visage des patrouilleurs. Il savait qu'ils ne voyaient pas les couleurs, et que leur peau, tout comme les boucles blondes de Gabriel, n'étaient pour eux que des traînées de gris sous un feuillage terne. Mais il se rappelait de ses cours de sciences et technologie que les avions de recherche étaient équipés d'appareils sensibles à la chaleur, qui pouvaient identifier la température animale et qui représentaient deux humains pelotonnés sous un arbuste. Aussi saisissait-il Gabriel aussitôt qu'il entendait le son des avions, et lui transmettait-il des souvenirs de neige, en gardant quelques-uns pour lui. Ils se refroidissaient tous les deux, et quand les avions étaient partis, ils grelottaient dans les bras l'un de l'autre jusqu'à ce que le sommeil revint. Parfois, alors qu'il transmettait à la hâte un de ses souvenirs à Gabriel, Jonas avait le sentiment qu'il était moins net, un peu moins fort qu'avant. C'était ce qu'il avait espéré, et ce qu'il avait prévu avec le passeur. Au fur et à mesure qu'il s'éloignerait de la communauté, il se débarrasserait des souvenirs et les laisserait derrière lui. Mais maintenant qu'il en avait besoin, quand les avions passaient, il se cramponnait de toutes ses forces aux souvenirs de froid qui lui restaient, et s'en servait pour leur survie. En général, les avions passaient dans la journée, quand ils étaient cachés. Mais la nuit aussi, sur la route, il restait sur ses gardes, l'oreille toujours à l'affût du moindre bruit de moteur. Même Gabriel était à l'affût, et il criait parfois « Avion ! Avion !» avant que Jonas n'eût entendu le bruit terrifiant. Quand les patrouilles aériennes passaient de nuit, comme cela leur arrivait parfois,
Alors qu'ils étaient sur la route, Jonas accélérait pour atteindre l'arbre ou le buisson le plus proche, se collait au sol et refroidissait son corps ainsi que celui de Gabriel. Mais parfois, ils y échappaient vraiment de justesse. Tandis qu'il passait ses nuits à pédaler à travers des paysages maintenant déserts, les communautés loin derrière lui, sans le moindre signe d'habitation humaine à l'horizon, il restait toujours vigilant, à l'affût de l'abri le plus proche au cas où le son des moteurs se ferait entendre. Mais les avions diminuèrent de fréquence. Ils passaient moins souvent et volaient, quand ils passaient, moins lentement, comme s'ils cherchaient désormais au hasard et sans grand espoir. Enfin, de tout un jour et toute une nuit, ils ne passèrent plus du tout. Chapitre 22. Le paysage se mit à changer. C'était un changement subtil, difficile à déceler tout d'abord. La route plus étroite, bosselée, n'était visiblement plus entretenue. Il était devenu difficile de se tenir en équilibre sur le vélo, car la roue avant dérapait à cause des pierres et des ornières. Une nuit, Jonas tomba, car le vélo était venu buter brusquement contre une grosse pierre. Instinctivement, il fit un geste pour retenir Gabriel, et l'enfant, bien attaché dans son siège, ne fut pas blessé, mais seulement effrayé quand le vélo tomba sur le côté. Mais Jonas s'était tordu la cheville, écorché les genoux, et le sang coulait à travers son pantalon déchiré. Il se remit debout avec difficulté, redressa le vélo et rassura Gabriel. Il se mit à rouler en plein jour, non sans hésitation. Il avait oublié la peur des chercheurs qui semblaient s'être évanouis dans le passé. Mais il découvrait de nouvelles peurs. Le paysage étranger recelait des périls inconnus. Les arbres s'épaississaient et les forêts sur le bord de la route étaient sombres, pleines de mystères. Il rencontrait davantage de ruisseaux maintenant et s'arrêtait souvent pour boire. Jonas nettoyait avec précaution ses genoux blessés en grimaçant de douleur quand il touchait la chair à vif. La douleur incessante de sa cheville enflée s'adoucissait un peu quand il pouvait la tremper dans l'eau froide qui affluait dans les rigoles du bas-côté. Il avait récemment pris conscience que la sécurité de Gabriel dépendait entièrement du maintien de ses propres forces. Ils virent leur première cascade et découvrirent la faune et la flore sauvages. « Avion, avion !» cria Gabriel, et Jonas obliqua brusquement vers les arbres, bien qu'il n'eût pas vu d'avion depuis des jours et qu'il n'entendit pas de bruit de moteur. Quand il arrêta le vélo parmi les buissons et se tourna pour attraper Gabriel, il vit le petit bras potelé pointé vers le ciel. Terrifié, il leva les yeux, mais ce n'était pas un avion. Bien qu'il n'en eût jamais vu auparavant, il le reconnut d'après ses souvenirs évanescents, car le passeur lui en avait souvent transmis. C'était un oiseau. Bientôt, ils croisèrent beaucoup d'oiseaux qui prenaient leur essor au-dessus de leur tête en chantant. Ils virent des biches et une fois, ils rencontrèrent sur le bord de la route, qui les regardait sans crainte d'un air curieux, une petite bête rousse à la queue touffue, dont Jonas ne connaissait pas le nom. Il ralentit son allure et ils se dévisagèrent jusqu'à ce que l'animal tourna le dos et disparut dans le bois. Tout cela était nouveau pour lui. Après avoir passé toute sa vie dans l'identique et le prévisible, il était éberlué par les surprises qui l'attendaient. À chaque tournant de la route, il ralentissait sans cesse pour contempler avec émerveillement les fleurs sauvages, pour écouter le roucoulement guttural d'un nouvel oiseau, ou simplement pour regarder les feuilles des arbres soulevées par le vent. Durant ses 12 années de vie dans la communauté, il n'avait jamais éprouvé de tels moments de bonheur parfait. Mais il sentait aussi des peurs terribles surgir en lui. La plus impitoyable, c'était la peur de mourir de faim. Depuis qu'ils avaient quitté les champs cultivés, il était devenu presque impossible de trouver de quoi se nourrir. Ils terminèrent les maigres provisions de pommes de terre et de carottes qu'ils avaient récupérées dans la dernière zone agricole. Maintenant, ils avaient toujours faim. Jonas s'agenouilla près d'un ruisseau et essaya d'attraper un poisson à la main sans y parvenir. Il jeta des pierres dans l'eau d'énervement, tout en sachant au moment même où il le faisait que cela ne servait à rien. Finalement, en désespoir de cause, il fabriqua un filet de fortune en passant les fils du linge de Gabriel autour d'un bâton recourbé. Après d'innombrables tentatives, le filet leur rapporta 2 poissons argentés, qui remuaient faiblement. Procédant avec méthode, Jonas les tailla en pièces à l'aide d'une pierre pointue et partagea les lambeaux crus avec Gabriel. Ils mangèrent quelques baies et essayèrent en vain d'attraper un oiseau. La nuit, alors que Gabriel dormait près de lui, Jonas, éveillé et torturé par la faim, se remémorait la vie dans la communauté, où les repas étaient livrés chaque jour dans chaque habitation. Il tentait d'utiliser sa mémoire faiblissante et parvenait à évoquer les fragments brefs de repas qui le mettaient au supplice,
Des banquets avec d'énormes pièces de viande rôtie, des anniversaires avec des gâteaux recouverts de gros glaçages, et des fruits bien mûrs, gorgés de soleil et dégoulinant de jus, cueillis sur des arbres. Quand les bribes de souvenirs s'évanouissaient, il retrouvait la douloureuse sensation de vide qui lui tenaillait le ventre. Jonas se rappelait soudain, avec amertume, le jour où, dans son enfance, on l'avait grondé parce qu'il avait employé une expression impropre. L'expression était « mourir de faim ». « Tu n'es jamais mort de faim », lui avait-on dit. « Tu ne mourras jamais de faim ». Maintenant, il était sur le point de mourir de faim. S'il était resté dans la communauté, ça n'aurait pas été le cas. C'était aussi simple que ça. Autrefois, il avait souhaité pouvoir faire des choix. Et puis, quand il avait eu à faire un choix, il avait fait le mauvais, le choix de partir. Et maintenant, il mourait de faim. Mais s'il était resté... Ses pensées s'enchaînaient. S'il était resté, il aurait été privé d'autre chose. Il aurait vécu une vie dépourvue d'émotions, de couleurs, d'amour. Et Gabriel n'aurait pas vécu du tout. Il n'y avait donc jamais eu vraiment de choix. Avancer à vélo devint une véritable épreuve, car Jonas perdait des forces à cause du manque de nourriture et parce qu'il découvrait en même temps quelque chose qu'il avait souhaité voir depuis longtemps, des montagnes. Sa cheville foulée le lançait tandis qu'il forçait sur la pédale dans un effort qui était presque insoutenable. Et le temps se mit à changer lui aussi. Il plut pendant 2 jours. Jonas n'avait jamais vu de pluie, bien qu'il en eût souvent rencontré dans les souvenirs. Il aimait les pluies des souvenirs. Il aimait la nouveauté de cette sensation. Mais cette pluie était différente. Ils avaient froid, ils étaient mouillés, et ils ne parvenaient pas à se sécher, même quand le soleil réapparaissait après coup, ce qui était rarement le cas. Gabriel n'avait pas pleuré depuis le début de ce long voyage effrayant. Mais il pleurait maintenant. Il pleurait parce qu'il avait faim et froid, et qu'il était horriblement faible. Jonas pleurait lui aussi pour les mêmes raisons, et pour une autre encore. Il pleurait parce qu'il craignait désormais de ne pas parvenir à sauver Gabriel. Il ne pensait plus à lui-même. Chapitre 23. C'est le dernier chapitre du roman. Jonas était de plus en plus certain que sa destination se trouvait là, très proche désormais, dans la nuit qui tombait. Aucun de ses sens ne le confirmait. Il ne voyait rien, hormis le ruban étroit de la route qui déroulait sans fin ses incurvations sinueuses. Il n'entendait rien. Et pourtant, il le sentait. Il sentait que l'ailleurs n'était pas loin. Mais il lui restait peu d'espoir d'y parvenir. Ses espoirs s'amoindrirent encore quand l'air vif et froid commença à se troubler et à se remplir d'une blancheur tourbillonnante. Gabriel, enveloppé dans son linge largement insuffisant, était recroquevillé et tremblait en silence dans son petit siège. Jonas descendit péniblement de bicyclette, souleva l'enfant et s'aperçut avec un pincement de cœur combien il était froid et faible. Debout, dans la substance glacée qui s'amoncelait autour de ses pieds gourds, Jonas ouvrit sa tunique, plaça Gabriel contre sa poitrine nue et enroula le linge sale et déchiré autour d'eux. Gabriel remua faiblement contre lui et ses gênements vinrent un instant peupler le silence qui les entourait. De loin, comme venu d'un souvenir quasiment oublié, aussi trouble que la substance elle-même, le nom de cette blancheur lui revint. « Ça s'appelle de la neige, Gabi, » murmura Jonas. « Des flocons de neige. Ça tombe du ciel et c'est très joli. » Il n'y eut pas de réponse de la part de l'enfant, qui était autrefois si alerte et curieux. Jonas contempla dans la lumière du crépuscule la petite tête posée sur sa poitrine. Les cheveux bouclés de Gabriel étaient entremêlés et très sales, et on voyait des traces de larmes dans la crasse qui recouvrait ses joues pâles. Il avait les yeux fermés. Tandis que Jonas le regardait, un flocon de neige vint se poser et fut retenu, le temps d'un éclair, entre les petits cils qui remuaient à peine. Il remonta avec lassitude sur son vélo. Une pente raide l'attendait. Dans les meilleures conditions, cette pente aurait été difficile à monter et aurait demandé beaucoup de résistance. Mais la neige qui s'accumulait rapidement obscurcissait la route étroite et rendait la montée impossible. Sa roue avant bougea imperceptiblement quand il appuya sur les pédales de ses jambes épuisées et engourdies par le froid. La bicyclette s'arrêta. Elle ne voulait plus avancer. Il descendit et la laissa tomber dans la neige. Pendant un instant, il songea combien il serait facile de se laisser tomber à côté avec Gabriel, de se laisser glisser dans la douceur de la neige, dans l'obscurité de la nuit, dans la chaleur réconfortante du sommeil. Mais il était arrivé jusqu'ici. Il devait essayer de continuer. Les souvenirs avaient disparu maintenant, échappant à sa protection pour revenir aux gens de sa communauté.
Ne lui restait-il plus rien? Pouvait-il récupérer un dernier petit morceau de chaleur? Avait-il encore la force de transmettre? Gabriel pouvait-il encore recevoir? Il appuyait ses mains sur le dos de Gabriel et s'efforça de se rappeler la chaleur du soleil. Pendant un moment, il lui sembla que rien ne lui venait, que son pouvoir avait complètement disparu. Puis, quelque chose remua en lui. Il ressentit des petits picotements de chaleur dans ses pieds et dans ses jambes gelées. Il sentit son visage se réchauffer et la peau froide et contractée de ses mains et de ses bras commencèrent à se détendre. L'espace d'une seconde, il eut le sentiment qu'il voulait tout garder pour lui, qu'il voulait baigner dans la chaleur du soleil sans plus penser à rien ni à personne. Mais ce moment passa et fut suivi d'un sentiment d'urgence, un besoin, une nécessité impérieuse de partager la chaleur avec la seule personne qui lui restait. Dans un effort douloureux, il fit passer le souvenir de chaleur dans le petit corps tremblant qu'il tenait entre les bras. Gabriel remua. Pendant un moment, enlacés au milieu de la neige aveuglante, ils baignèrent tous les deux dans la chaleur qui leur redonnait des forces. Jonas commença à escalader la pente. Le souvenir fut d'une brièveté insoutenable. Il n'avait pas fait plus de quelques mètres dans la nuit qu'il disparut et qu'ils recommencèrent à sentir le froid. Mais son esprit était alerte maintenant. De se réchauffer, même si peu, l'avait tiré de sa léthargie et de sa résignation, et il avait réveillé en lui une volonté de survivre. Il se mit à marcher plus vite. Il ne sentait plus ses pieds. Mais la pente était vraiment raide, et il était ralenti par la neige et par son manque de force. Il n'avait guère avancé quand il trébucha et tomba en avant. À genoux, incapable de se relever, Jonas fit une dernière tentative. Il retrouva une vague trace d'un autre souvenir de chaleur et chercha désespérément à le retenir, à l'amplifier et à le passer à Gabriel. La chaleur passagère le réconforta et lui redonna un peu de force, et il se remit sur ses pieds. De nouveau, Gabriel remua contre sa poitrine, tandis qu'il recommençait à grimper. Mais le souvenir s'évanouit, le laissant plus transi qu'auparavant. Si seulement il avait eu le temps de recevoir plus de souvenirs de chaleur de la part du passeur avant de s'enfuir. Peut-être lui en resterait-il davantage maintenant. Mais avec des signes, cela ne servait à rien. Il devait se contenter exclusivement d'avancer les pieds, de se réchauffer lui et Gabriel, et de continuer à progresser. Il grimpa, s'arrêta et se réchauffa avec Gabriel, grâce à un tout petit bout de souvenir qui semblait vraiment être tout ce qui lui restait. Le sommet de la montagne semblait très loin, et il ne savait pas ce qu'il trouverait derrière. Mais il n'y avait rien d'autre à faire que d'avancer. Il continua à se traîner. Comme il approchait enfin du sommet, il se produisit quelque chose. Ce n'était pas qu'il eût plus chaud, il avait encore plus froid et était davantage engourdi. Ce n'était pas qu'il fût moins épuisé, au contraire, ses pas semblaient plombés et il pouvait à peine remuer ses jambes gelées et exténuées. Mais il se sentit soudain joyeux. Il se rappela des jours heureux. Il pensa à ses parents et à sa sœur. Il pensa à ses amis, Asher et Fiona. Il pensa au passeur. Des souvenirs de bonheur le submergèrent brusquement. Il atteignit la crête de la montagne et sentit sous ses pieds, couvert de neige, le sol qui s'aplanissait. Il n'aurait plus qu'à grimper. « On y est presque, Gabriel, » murmura-t-il. Il en était tout à fait sûr, sans savoir pourquoi. « Je reconnais cet endroit, Gabi. » Et c'était vrai, mais ce n'était plus un vague souvenir qu'il devait essayer péniblement de retrouver. C'était différent. C'était quelque chose qu'il pouvait retenir. C'était un souvenir à lui. Il serra Gabriel contre lui et se mit à le frotter vigoureusement pour le réchauffer et le conserver en vie. Le vent était glacial. La neige tourbillonnait et l'empêchait de voir. Mais il savait que quelque part devant eux, dans la tempête aveuglante, il y avait de la chaleur et de la lumière. Mobilisant ses dernières forces et un savoir obscur qu'il portait en lui, Jonas trouva la luge qui les attendait au sommet de la montagne. Ses mains engourdies saisirent la corde à tâtons. Il s'installa sur la luge et serra Gabriel contre lui. La pente était raide, mais la neige était douce et poudreuse, et il savait que cette fois, il n'y aurait ni verglas, ni chute, ni souffrance. Dans son corps transi, son cœur se gonfla d'espoir. Ils commencèrent à dévaler la pente. Jonas sentit qu'il était sur le point de perdre conscience. Agrippant Gabriel pour le protéger, il fit un suprême effort de tout son être pour se maintenir sur la luge. Les patins fendaient la neige et le vent le fouettait au visage, tandis qu'ils accéléraient en ligne droite,
et l'entaille qu'il dessinait dans la neige semblait les conduire à la destination finale, à l'endroit dont il avait toujours su qu'ils l'attendaient, à l'ailleurs qui détenait leur avenir et leur passé. Il s'obligea à garder les yeux ouverts, comme il dévalait la pente en glissant encore et toujours, et soudain, il vit les lumières et il les reconnut. Il savait qu'elles brillaient à travers les fenêtres des maisons, que c'étaient les lumières rouges, bleues et jaunes qui scintillent sur les arbres dans les lieux où les familles créent et conservent des souvenirs et où elles célèbrent l'amour. Toujours plus bas, toujours plus vite, il sut brusquement, avec certitude et avec joie, que là-bas, en bas, ils l'attendaient, et qu'ils attendaient aussi l'enfant. Pour la première fois, il entendit quelque chose qu'il reconnut comme étant de la musique. Il entendit des gens chanter. Derrière lui, à travers l'espace et le temps, comme venu de l'endroit qu'il avait quitté, il lui sembla aussi entendre de la musique. Mais peut-être n'était-ce que l'écho.